3, 5, oh, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage. Pierre-Frédéric Charpentier est enseignant chargé de cours aux universités Toulouse-Capitole et Toulouse-Jean Jaurès, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Il est chercheur en histoire culturelle et politique et passionné de musique rock et punk. Samedi 7 mars 2020, Pierre-Frédéric Charpentier présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son ouvrage intitulé Joy Division, session 1977-1981, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Bonsoir, bienvenue à la librairie Ombre Blanche pour cette rencontre avec Pierre-Frédéric Charpentier, que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour son livre sur Joy Division. Pierre-Frédéric Charpentier, vous venez régulièrement ici, soit en animant des rencontres, soit en venant en tant qu'auteur. Alors on vous avait vu pour Rock the Casbah, le son de The Clash, mais aussi pour Les intellectuels français et la guerre d'Espagne, une guerre civile par procuration 1936-1939, qui est un peu le deuxième pan, disons, d'histoire politique et intellectuelle, votre deuxième pôle d'activité, ou premier, je sais pas, peut-être C'est plutôt le premier. Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. C'est plutôt le premier, et en fait, il y a des connexions entre les deux, puisque les Clash ont fait une chanson qui s'appelle Spanish Bombs, donc qui parle de la guerre d'Espagne. Donc à partir de là, il y a des connexions entre les deux domaines, et je m'en réjouis beaucoup. Alors, il faudra m'excuser un peu si je bafouille. Pour moi, c'est très impressionnant de parler de musique, alors que normalement, je suis plutôt habitué de parler d'histoire. Mais j'ai vu que Pierre-Frédéric était très très à l'aise à parler de musique, donc tout va très bien se passer. Je crois qu'on était assez content de voir qu'on avait cette passion en commun pour le groupe Joy Division. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent le groupe, un peu le son, mais on se disait qu'on pouvait commencer par une petite vidéo pour le plaisir des oreilles. Voilà, donc c'est une formation, juste pour situer en quelques mots, de la fin des années 70, qui est née à l'époque du punk, donc en 77, ils sont même nés en 76, en Angleterre. En Angleterre, non pas à Londres, mais à Manchester, donc le grand pôle musical et créatif du nord de l'Angleterre. Et en fait, il y a plusieurs choses qui traînent sur Internet, et notamment leur premier passage à la télévision en 78, où on a donc le chanteur emblématique du groupe, mais également les trois autres. Mais là, on le voit interviewé par l'animateur, donc Ian Curtis, et qui est avec effectivement un côté très fermé, vous allez le voir. On sent que ce premier passage à la télévision ne va pas de soi, réclamé à corps et à cri par le groupe, et on voudrait vous montrer un extrait de cette prestation pour montrer un peu aussi le genre de musique qui est fait par le groupe. Donc le morceau s'appelle Shadowplay. Seeing as how this is the program which previously brought you first television appearances from everything from the Beatles to the Buzzcocks, would you like to keep our hand in and keep you informed of the most interesting new sounds in the Northwest? This, Joy Division, is the most interesting new sound we've come across in the last 6 months. They're a Manchester band, with the exception of the guitarist, who comes from Salford. Very important difference. They're called Joy Division. This number is Shadowplay. Center of the city where all roads meet, waiting for you. To the depths of the ocean where all hope sank, searching for you. Moving through the silence without motion, waiting for you. In a room with no window in the corner,
found true. Shadow play, acting out your own death, knowing no more. Voilà donc quelques images de cette première prestation à la télévision. En fait, c'est une télévision locale, donc on est sur Granada TV. Le groupe est très fermé, on imagine qu'ils sont extrêmement intimidés par le moment. Et les réalisateurs de l'émission sont tellement persuadés que leur musique est emmerdante qu'ils ont superposé des images d'un documentaire. Donc on les voit à l'écran, on voit des voitures qui circulent, on voit des véhicules qui passent en incrustation, avec l'idée que c'est une musique qui est un petit peu répétitive, monotone. Et le fait est que l'attitude des musiciens, comme vous l'avez vu, n'incite pas forcément évidemment à des échanges extrêmement vif. On voit au départ une présentation par Tony Wilson et puis après ils se mettent à jouer. À cette période-là, donc au début du groupe, c'est un groupe qui est encore assimilé au punk ou pas? Parce qu'on sent quand même dans la musique des différences assez flagrantes par rapport au groupe de punk anglais qu'il pouvait y avoir à l'époque. Exactement. Alors c'est un groupe donc qui est né dans l'effervescence du punk en 76 et puis qui se met en place véritablement l'année suivante en 77, l'année du punk en Angleterre. Et lorsqu'on écoute les premiers enregistrements conservés donc de l'été 77, il faut le dire quand même très nettement, il n'y a aucune originalité. C'est du gros son, ça braille, il s'agit d'imiter des modèles déjà préexistants. C'est quelque chose qui n'est pas particulièrement original, même s'il y a déjà quelques chansons qui laissent entrevoir des partis pris intéressants. Et c'est véritablement l'année suivante, donc cette année-là, 78, où ils vont commencer à développer un son, et vous l'aurez peut-être perçu en écoutant le début de l'extrait, notamment l'idée d'amplifier le son de la guitare basse. Avec comme particularité d'ailleurs le fait qu'au départ c'était parce que le guitariste jouait mal, donc ils ont gonflé un peu le son de la basse, donc ce qui était une nécessité est devenu une folle originalité qui a révolutionné le son de l'histoire du rock en tout cas, parce que là c'est le guitariste qui est barbu sur la droite de l'image, Peter Hook, on l'a vu au début, est quelqu'un qui va assurer des lignes qui sont habituellement dévolues à une guitare rythmique, donc c'est lui qui va imprimer la mélodie. Et il y a aussi le fait que le son est un peu dégueulasse, hein, donc il faudra réécouter tranquillement chez vous les morceaux avec de meilleures conditions. Enfin, on va faire un petit peu avec ce qu'on a ici, mais bon, je vais vous parler un peu de la structure du livre de Pierre Frédéric parce que c'est très particulier, ça va guider un petit peu notre discussion ici. Vous avez choisi de faire l'histoire de ce groupe, Joy Division, en analysant tous les enregistrements audio qui sont disponibles. C'est ça. Donc c'est pas forcément l'intégrale parce qu'on publie souvent des choses sous le nom d'intégrale. Il doit probablement exister des cassettes, des bandes audio détenues ici ou là, mais tout ce qui est disponible ou pas trop difficile à trouver. Et là-dedans, c'est-à-dire avec une sorte d'évolution et comme c'est un groupe qui a suscité une énorme mythologie, j'emploie le terme dans le sens neutre, c'est important aussi qu'il y ait des mythologies, en particulier dans ce milieu-là. C'est vrai que moi ça m'a intéressé de revenir à l'origine, c'est-à-dire les morceaux. Pourquoi est-ce que cette musique a autant impressionné les gens et pourquoi est-ce qu'un obscur groupe de l'Angleterre du Nord est devenu aujourd'hui une référence musicale planétaire? Et quand je dis une référence musicale planétaire, on le voit par rapport à des références visuelles, on en reparlera peut-être au niveau du design et puis au niveau du son, des références musicales dont on pourra reparler également. Alors, du coup, pour chaque type d'enregistrement, chaque répétition qui a été enregistrée, chaque concert pour lequel on a encore des bandes disponibles, chaque session d'enregistrement pour les disques, chaque disque, vous avez un chapitre et à chaque fois à peu près une page sur chaque morceau qui détaille la construction du morceau, ce qui a évolué depuis l'enregistrement précédent et donc on voit toute l'évolution de la construction des morceaux, la production du son petit à petit, la différence entre les enregistrements live, les enregistrements studio. Donc petit à petit, on retrouve toute l'histoire de ce groupe depuis donc Warsaw, le premier groupe vraiment punk des musiciens qui sont devenus Joy Division ensuite. Et sur la fin, ça va jusqu'à empiéter sur les premiers albums de New Order,
quand le groupe est passé de Joy Division à New Order. Et donc il y a vraiment toute l'évolution du son, c'est assez étonnant. Alors on va peut-être revenir justement sur ces tout débuts. Comment un groupe dont on sent que les premières prises sont extrêmement bruitistes, sommaires, d'un punk pas très bon, peut devenir ces chansons finalement très élaborées avec un style très personnel qui va créer une forme de musique gothique ou de cold wave en tout cas. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là on a une évolution qui est assez stupéfiante. Ce n'est pas la seule dans l'histoire de la musique de l'époque. Il y a énormément de groupes talentueux contemporains, ne serait-ce que par exemple les grands rivaux des Cure par exemple, qui eux sont à Londres, donc la rivalité entre Manchester et Londres s'affirme. On sent quand même dans tous ces groupes une forme de maturation artistique, créatrice et donc musicale. Notamment quand on voit cette vidéo là qu'on a vue partiellement à l'instant, on est dans une année qui est vraiment de transition, 1978, où le groupe se dit allez, on a sorti un maxi 45 tours de 4 chansons punk, mais on a envie de passer à autre chose. Et ils passent à autre chose, mais ils ont très peu de concerts, ils n'intéressent personne. Il a fallu batailler ferme pour arriver à avoir l'autorisation de Tony Wilson, qu'on voit au début, la possibilité de passer à l'écran pour la première fois, alors que tous les autres y sont déjà passés. Et là, on sent qu'ils sont vraiment au point mort. En fait, cette vidéo-là, ils sont au point mort. Et 2 mois plus tard, ils vont rencontrer un producteur qui va leur permettre de révéler un son nouveau. Et juste avant cela, il faut préciser que s'ils sont au point mort en 1978, c'est que comme tous les groupes, ils ont fait un projet d'album pour la compagnie RCA, et en fait, c'est vraiment catastrophique. Donc on entend le son, c'est extrêmement plat, les chansons sont lentes, certaines sont périmées parce qu'elles font référence au punk qui n'est déjà plus la référence à cette époque-là. Et d'autres annoncent des temps futurs, mais sont encore mal maîtrisées, trop lentes. Il y a une version de Transmission en particulier, mais qui est désespérément lente, qui manque d'énergie. Enfin, on a vraiment l'impression que ils ont trouvé quelque chose, mais ils ne savent pas encore l'utiliser. Et ils vont rencontrer à la fin de cette année 78 un producteur de génie, Martin Hannett, qui va donner évidemment beaucoup d'amplitude à leur son, sachant par ailleurs que ce sont des musiciens qui vont révéler leur talent. Donc il y a une sorte de convergence. Alors c'est une des plus exceptionnelles sections rythmiques de l'histoire de la musique populaire. Le bassiste et le batteur. Donc le bassiste Peter Hook qui fait ses mélodies avec des sons extrêmement aigus et prégnants. Et puis de l'autre côté, un batteur qui fait des rythmiques. Alors là, on n'a pas de chance parce que c'est une des plus simples, celle qu'on a entendue. Mais lorsqu'on écoute les 2 albums qui vont venir, il y a des créations absolument hallucinantes, notamment sur le 2e album, Closer, où là, il y a des rythmiques qui sont tellement hors normes que d'ailleurs, il ne les refera plus par la suite. Même dans les premiers temps de New Order, où il a encore beaucoup de jeux à la batterie, il va simplifier les choses. Et ces gens qui ont du talent, avec en plus, vous l'avez entendu, un chanteur qui a une voix de basse extrêmement puissante, alors qu'il a 21 ans, quoi. C'est quelqu'un qui donne l'impression d'être beaucoup plus mature, vont imprimer un style, et il leur faut le bon génie. Et le bon génie, c'est le producteur, qui est un véritable taré, mais un taré de génie, et qui va les malaxer dans tous les sens possibles et imaginables, mais les torturer comme pas possible, pour leur donner un son qui sera le son, effectivement, de ce groupe. C'est un groupe qui a eu à peu près 3 ans de durée de vie ? C'est une durée qui est très brève. Le groupe s'intitule 77-81 parce qu'il se passe des choses avant et après. Mais sur le son avec le producteur, on a du mal à réaliser qu'en fait ça dure 1 an et demi entre novembre-décembre 78 et puis le mois de mai, le tragique mois de mai 1980 où le chanteur se suicide à la veille d'une tournée américaine et alors que le 2e album n'est pas encore paru, Closer, ce qui fera toute la mythologie de Joy Division mais également tout son tragique. Et donc ça dure 1 an et demi et durant 1 an et demi il y a beaucoup de concerts mais il y a 2 malheureuses tournées. Il y a une tournée anglaise en première partie des Buzzcocks, qui sont un groupe important, un groupe punk de Manchester, auquel d'ailleurs Joy Division doit beaucoup, et les musiciens auront toujours l'honnêteté de le reconnaître. Et puis, il y a une tournée européenne au début de 1980 avec 3 pays, quoi. Ils vont en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il y a une date isolée au Bain-Douche à Paris en décembre 79, le fameux concert parisien des Bains-Douches, le seul concert de Joy Division à Paris où il y a d'ailleurs des photos qui ont été prises et on les voit au Halles, à l'église Saint-Eustache, rue Saint-Denis, on voit Joy Division à Paris, le truc improbable, mais qui est resté marqué pour ceux qui connaissent l'histoire du groupe avec des images qu'on trouve facilement. On fait une recherche image, vous tapez Joy Division Paris, recherche image, on tombe tout de suite dessus. Dans le livre, en passant de morceau en morceau et d'enregistrement en enregistrement, on passe donc des premiers morceaux complètement
punk brouillon. Ensuite, les premières créations un peu plus intéressantes, c'est un groupe qui, globalement, s'est trouvé par des annonces dans les journaux et des amitiés. Oui, oui, tout à fait. Il y a eu un concert mythique des Sex Pistols à Manchester en 76 qui permet de réunir donc le guitariste et le bassiste qui vont devenir un duo inséparable. Ils trouvent assez vite le chanteur Ian Curtis que l'on voit à l'écran et puis ils essayent, comme c'est souvent le cas d'ailleurs à l'époque, plusieurs batteurs. C'est quand même le poste le plus difficile à pourvoir parce que d'abord il faut une batterie et quand on vient de la working class, avoir une batterie ça coûte cher. Il y a des gens qui ont une batterie et puis qui savent pas en jouer, c'est un peu un problème. Et puis il y a des gens qui savent en jouer mais qui n'ont pas la bonne connexion avec les autres. Et puis ils tombent sur un type qui répond à une annonce, Stephen Morris. Et alors lui, il est vachement bien parce que déjà il a une voiture. Donc on va pouvoir transporter les éléments de batterie, et les guitares, la basse, enfin la guitare et la basse, les amplis. Donc lui, il est très intéressant. Et en plus, détail anecdotique, il sait jouer. Et il sait même très bien jouer puisque un récent sondage d'un magazine, vous savez les magazines de musique anglo-saxons adorent ce genre de classement qui ne veut pas dire grand-chose en réalité, mais un récent sondage d'il y a 5-6 ans classait Stephen Morris considéré comme le 5e meilleur batteur de l'histoire du rock anglais. Je serais bien incapable de le dire si c'est le cas, mais c'est un batteur exceptionnel et pour avoir eu la chance de le voir en concert avec New Order, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs puisqu'il tourne encore, il est capable d'assurer des choses, même encore aujourd'hui, relativement plus classiques que ce que l'on voit avec Joy Division, mais qui sont bluffantes, effectivement. Donc oui, ça se structure. Et en 79, donc, il y a le premier album, Unknown Pleasures. Voilà l'objet. Et alors c'est intéressant parce que ça rappelle au passage que c'est une entreprise qui est musicale mais qui est artistique. C'est la Factory, autrement dit la grande compagnie de disques indépendante de Manchester. Et alors là, il y a un certain nombre de principes, comme par exemple ne pas faire apparaître le nom du groupe sur la pochette, ne pas faire apparaître les musiciens à un endroit ou à un autre. Donc inutile de vous dire que la musique de Joy Division au départ elle est cryptique. Il faut arriver quand même à voir qui fait quoi. Parfois avec un peu de chance c'est créé à l'intérieur mais c'est pas garanti. Et puis c'est une musique qui ressemble à rien d'autre et il faut aller les voir. En fait, c'est une musique qui incite à aller en concert. Et le graphisme, on peut peut-être remontrer l'image parce qu'en fait, c'est devenu totalement iconique, notamment les fameuses stries blanches que vous avez au centre. C'est une reproduction inversée de stries noires sur fond blanc qui est repérée par le guitariste dans une encyclopédie d'astronomie, quelque chose d'universitaire, etc. Et il y a une figure et il trouve que cette forme est intéressante et ils vont décider, le graphiste Peter Saville qui est aujourd'hui considéré comme un grand artiste contemporain qui a fait des pochettes de disques de Factory de je ne sais combien d'artistes et quelqu'un qui va inverser donc les teintes, les couleurs, donc des stries blancs sur fond noir et ce design, quand on touche la pochette c'est un papier qui est granité, c'est même pas un papier lisse, c'est une entreprise qui du coup va donner l'une des pochettes les plus cultissimes de l'histoire du rock à tel point qu'aujourd'hui elle est déclinée partout. On la voit dans Pretty Little Liars, par exemple. Voilà l'affiche. On la voit portée par Léo Messi, le footballeur, qui a un t-shirt Unknown Pleasures. On voit des gens porter ce t-shirt-là. On le voit avec le t-shirt inversé, avec les stries noires sur fond blanc. On le voit même au scandale, aux hérésies, avec une perception genrée, avec les stries noires sur fond rose. Donc voilà, on a toutes les variantes post-imaginables. Il ne manque plus que le fluo, ou que sais-je encore. Mais c'est devenu un des rares exemples, c'est pas le seul en aucun cas, un des rares exemples où un symbole identifie immédiatement un groupe. On peut d'ailleurs se demander si tous les gens qui portent les stries de Unknown Pleasures ont vraiment écouté l'album, mais ça c'est une autre question. Je n'en suis pas forcément convaincu, mais la prochaine fois qu'on verra Léo Messi, on lui posera la question. S'il vient présenter un bouquin à ombre blanche, on lui posera la question. Alors avec des collègues, on s'est beaucoup marré la semaine dernière parce que on vient de recevoir un livre qui est un livre en import, je crois, qui répertorie toutes ces réutilisations. Donc il y a tout un tas de tatouages, de t-shirts, de mugs, de drapeaux, de toutes sortes de choses, du plus réussi au plus contestable, merci. Mais effectivement, il y a vraiment quelque chose de culte autour de ça. Alors, vous parliez de la Factory, peut-être préciser un petit peu le contexte de la musique à Manchester à cette période-là. Oui, alors on est effectivement sur une période de bouillonnement créatif avec des groupes tous plus fabuleux les uns que les autres. Donc évidemment, moi je m'intéresse à Joy Division, mais il y en a tellement d'autres qui sont extraordinaires à côté. À commencer par les initiateurs du mouvement, donc les Buzzcocks que j'ai déjà cités. Ce sont ceux qu'on surnomme les Beatles sous amphétamine, parce qu'en fait ils font des mélodies absolument mais éblouissantes.
mais il les joue évidemment vite. Voilà. Je vous recommande vivement l'écoute des Buzzcocks, qui est un groupe que j'adore. Et les Buzzcocks, Magazine, il va y avoir également Dorothy Column, certaines ratios, et un petit peu plus tard les Smiths. Enfin voilà, quoi, il y a des choses quand même qui sont hallucinantes de créativité. Et donc Joy Division n'est pas seul, en aucun cas. Et il y a un label monté par Tony Wilson, qui est l'animateur, on l'a vu au début de la séquence, de Granada TV, donc c'est son gagne-pain, mais il monte un label, et c'est un label radical, donc indépendant d'une part, mais radical dans sa démarche, très influencé par exemple, Mai 68 et le situationnisme, donc ce qu'on disait sur le fait qu'il fallait absolument pas que les références apparaissent sur les emballages, les pochettes, etc. On montrera dans quelques instants un titre qui s'appelle Transmission, qui est le premier single du groupe, enfin le premier véritable single de l'époque moderne, qui accompagne Unknown Pleasures, qui est une chanson fabuleuse, mais du coup ils ne font pas de promotion, parce que comme ce sont des indépendants, ils ne veulent pas se commettre avec les radios, les journaux, donc la chanson fabuleuse ne se vend pas. Donc voilà, c'est le revers de la médaille. Il y a une sorte d'esthétique du désastre qui est remarquable, mais dans lequel le mot esthétique est toujours présent. C'est ça qui est important. Il faut faire les choses. Il y a une pochette de Section 25 où on voit des panneaux qui donnent une sorte de langage et qui donnent le titre. Mais alors il faut vraiment être initié. C'est une entreprise créatrice, et ce label indépendant va être associé aussi plus tard à la fameuse Hacienda, le club là qui va être les grandes soirées, les grandes nuits de Manchester des années 80, de la house music et compagnie. Et là, c'est un bouillonnement culturel qu'on a du mal à imaginer, et aucune autre ville n'a ça. À Londres, c'est beaucoup plus éclaté, et les autres villes n'ont pas cette force de frappe. Et là, on a un renouvellement de la scène artistique absolument phénoménal. Avec au début quand même une forte conscience prolétaire dans les groupes, quelque chose de très... Ça, c'est un point commun entre les groupes de Manchester et de Londres, mais c'est vrai que Manchester est une région industrielle. Il y a eu beaucoup de réflexions, certainement pas de moi en premier, mais beaucoup de gens avant moi, sur la production d'une musique répétitive, techno, dans des grandes régions industrielles. On a par exemple les Allemands de Kraftwerk, qui sont originaires de la Ruhr. Donc si ce sont eux qui inventent la techno, avec une grande influence d'ailleurs sur Joy Division au passage, c'est peut-être pas par hasard, et le son répétitif de Joy Division ou d'autres groupes de l'époque, plus tard New Order d'ailleurs, peut s'inspirer d'un contexte, et c'est vrai que les gens qui le produisent, ce sont pas les Versaillais de R ou de quelques autres, quoi. Nous, on aime bien effectivement les synthétiseurs en France, mais c'est pas le même niveau social. Eux, ce sont peut-être pas des prolétaires, mais ce sont en tout cas des employés. Des employés qui ont des petits emplois, qui vont, là, à l'époque où ils font la télévision en 78, ils sont encore employés de mairie ou d'administration ou de ceci ou de cela. Et une fois qu'ils ont terminé leur concert, le lendemain, ils reprennent le boulot comme tout le monde. Et là, on va peut-être revoir du coup la deuxième vidéo, celle de Transmission. C'est à peu près au moment où, quelques semaines plus tard, ils vont enfin devenir des musiciens professionnels et avoir quelque chose qui sera leur gagne-pain régulier, alors qu'ils enchaînent les concerts. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'anecdote que je citais tout à l'heure sur le batteur n'est pas anodine. Le type est fils, je crois, d'un cuisiniste, donc quelqu'un qui a une entreprise, ce qui n'est pas le cas des autres. C'est pour ça qu'il a sa voiture. Et Stephen Morris en question, le batteur, a commencé dans le jazz, et son père lui avait dit « Enfin Stephen, tu ne vas quand même pas être batteur, les batteurs finissent tous drogués et malheureux et dépressifs, tu ne veux quand même pas avoir cette vie-là. » Son fils prudemment a dit non, papa, bien sûr. Puis bon, on a continué néanmoins, malgré l'incitation paternelle. Et alors, si on peut caler la deuxième vidéo, là, c'est un moment de grâce. Et alors, avec un moment assez étonnant, donc c'est un an plus tard. On est cette fois-ci dans les studios de la BBC, donc c'est la première télé nationale de Joy Division, qui passe avec d'autres groupes, notamment il passe avec les Londoniens de The Jam, emmenés par Paul Weller, et Weller, qui est assez prétentieux, voit Peter Hook, le bassiste, celui qui est en train de commencer à gratouiller là, et lui dit « Alors, c'est vous le groupe de la première partie ?» Et Hook lui dit « Non, on n'est pas la première partie, on est à égalité sur l'affiche, quoi. » Et alors là, on a une séquence qui est assez extraordinaire, parce que lorsque la chanson commence, on a un groupe relativement anodin qui vient de l'Angleterre du Nord, qui s'appelle Joy Division. Et lorsqu'elle se termine, il y a quelque chose qui s'est passé. À tel point que le réalisateur hollandais Anton Corbijn, qui a fait la bio de Ian Curtis, Control, concentre ce que l'on va voir maintenant en 1 minute 30, en montrant les gens complètement sidérés devant leur télévision, parce qu'il y a eu une éclosion, une révélation, et on le voit par rapport au chant de Ian Curtis, qui d'un seul coup s'empare du micro et se met à... Au départ, on sent qu'il n'est pas vraiment à son aise, même si c'est mieux qu'un an plus tôt. Et vous allez le voir, je vous laisse regarder ça. D'un seul coup, il prend la situation en main, en quelque sorte.
Great land is frightened of the sun. We would have a fine time living in the night. Left the blindest verses waiting for our sight. We would go on as though nothing was wrong. Hide from these days, we remained all alone. Staying in the same place, just staying out the time. Touching from a distance, further all the time. Dance, 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 dance to the radio. 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 Oh, I was call out when the going gets tough. Things you've learned are no longer enough. So now we just sound, so we need to know. Synchronize love to the beat of the show. And we could dance. Dance, 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 dance to the radio. 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 Cette séquence donc est reproduite en plus court, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement impressionnante. On voit le côté habité d'un chanteur tel que ça a été souvent donc rappelé à l'époque, et puis on voit l'ébauche de cette sorte de danse qui a marqué les gens. Alors on peut trouver ça sur internet, il y a cette sorte de danse extrêmement mécanique, désarticulée, dérythmée, enfin très très étrange, qui est celle qu'il a en concert, et sur d'autres vidéos on voit cette espèce de danse très très étrange qu'il a, et qui est très impressionnante. Les gens qui l'ont vu, et même quand on voit les vidéos encore aujourd'hui, on ressent presque du malaise à voir ces prestations-là. Là, quand on les voit passer à la BBC, eh ben, ils sont encore salariés ici ou là, et quelques semaines plus tard, à l'automne, ils vont voler leurs propres ailes, mais ils vont voler leurs propres ailes jusqu'au mois de mai suivant. Donc la carrière, la question que vous me posiez tout à l'heure, est très brève, quoi, très très brève. À la suite de cette vidéo, de ce passage télé, c'est un groupe qui devient culte. Oui, il y a tout de suite quelque chose qui se met en place, oui. C'est assez amusant parce que lorsqu'ils sortent de scène, il y a des gens qui réagissent, notamment avec des musiciens, et il y en a un qui dit à l'animateur mais c'est pas possible, ces pauvres gamins, ils ne savent pas jouer. Donc le jugement immédiat par rapport à la prestation n'est pas très positif. En revanche, le public, lui, a capté quelque chose. Pour dire à quel point le métier de musicien est un véritable parcours du combattant, bien loin de toute mythologie, même s'il y participe aussi à sa manière. Lorsque, quelque temps auparavant, les musiciens ont fait leur premier concert à Londres, dans un pub, ce qui est un lieu habituel de concert dans les grandes villes britanniques, ils ont joué devant une audience composée d'un seul et unique spectateur. Voilà. Et le type s'est barré au milieu du set. Donc voilà, donc il a vu 4 ou 5 morceaux, et puis il est parti. Et Peter Hook raconte qu'il l'a recroisé après. Ah, mais ça, c'est vous. Ah, mais vous savez, c'était moi le spectateur au concert. Et il y a un épisode équivalent, mais les mémoires des musiciens parfois sont un peu. Il y a des approximations. Donc peut-être s'agit-il du même épisode, ou peut-être s'agit-il d'un autre. Mais soit c'est dans la suite, au moment où ils sont devant la salle vide, soit c'est une autre occasion. Mais je pense que la logique voudrait que ce soit quand ils sont dans la salle vide. Les musiciens s'arrêtent, et le patron du pub leur dit: ah non, mais je vous ai engagé pour un concert, vous finissez le concert. Donc ils finissent la fin du concert devant une salle rigoureusement vide. Voilà. À quoi ça tient quand même, par rapport à ce genre de situation-là, effectivement, l'idée de sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. En revanche, une fois que leur premier album est paru, et là ils passent à BBC parce que l'album est déjà paru, Non Pleasures, là ça attire du monde, et ils reviennent à Londres pour un concert, et ils voient une queue absolument interminable, et puis il y a un type qui dit à l'autre: mais en fait, ils viennent pour nous.
Ils étaient tellement pas habitués à avoir des audiences. Quand on entend les Pirates, des concerts, il y a des clap-clap de 30, 40, 50, 60 personnes, ce qui est déjà pas mal. Hein. Quand on commence à faire de la musique, c'est déjà des audiences qui sont raisonnables, hein. C'est pas honteux de jouer devant des audiences qui sont peu nombreuses. Et là, d'un seul coup, avec Unknown Pleasures, qui a un très bon classement, une très bonne réception critique, l'album se classe très bien dans les charts. Et là, d'un seul coup, ils sont identifiés. Ils éclatent à l'image avec Transmission, ce single qui se vendra si mal, mais quand même on les identifie. Là maintenant on sait qui c'est, et ils vont à la même époque faire leur premier concert étranger à Bruxelles, puis ensuite à Paris en décembre, puis la fameuse première tournée de janvier en Europe. Et il y a des gens. Il y a du monde à Paris, enfin il y a du monde, il y a peut-être une centaine, 150 personnes, ce qui paraît pas beaucoup aujourd'hui quand on voit les contenances, mais c'est déjà du monde. Et dans les clubs de Berlin ou de Rotterdam ou d'Amsterdam, au Paradiso à Amsterdam, oui, il y a du monde. Oui, des gens viennent les voir, donc ils ont déjà leur notoriété en cours de route, oui. Finalement, il y a autant de monde ici ce soir qu'à un des premiers concerts de Joy Division à l'époque. Alors, il y en a infiniment plus. Et je vous remercie d'autant plus d'être présent. Vous écoutez Pierre-Frédéric Charpentier, auteur de Joy Division, session 1977-1981, son ouvrage paru aux éditions Le Mot et le Reste, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 7 mars 2020. Peut-être que certains sont un peu dans mon cas, mais je suis arrivé à Joy Division par ce genre de vidéos, les quelques rares qui circulent beaucoup. Il y en a pas beaucoup, effectivement. Il y a peu de vidéos, ou alors par certains des films qui ont été tournés autour de Joy Division. Quand j'ai découvert le groupe, ça m'a semblé tellement unique et sorti d'un peu nulle part que j'avais jamais trop réfléchi aux influences musicales que pouvait avoir le groupe ou aux influences littéraires. Et finalement, en analysant la musique plus dans le détail, on sent l'influence. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer un petit peu le motorique notamment. Alors au niveau, au niveau de la musique, c'est des influences multiples. Joy Division, donc c'est une convergence d'influences multiples. Le punk ne sera jamais abandonné. Jusqu'à la fin de leur carrière, ils joueront des morceaux assez rapides et musclés en concert. Donc ils ne renonceront jamais. Ils en auront jamais honte particulièrement, même s'ils font une musique très différente après. Il y a des influences planantes qui sont pas tellement celles du rock progressif, mais plutôt des phases B des albums de Bowie. Donc l'album Heroes en particulier vient de sortir, et sur les phases B on entend des morceaux d'ambiance qui sont absolument sublimes, sépulcraux, et qui donnent un peu le mode d'emploi de Joy Division. Et puis effectivement, alors c'est reconnu de tous, mais l'influence du rock allemand du début des années 70, ce qu'on appelle le krautrock, le motorique. Alors ce sont des gens par exemple qui vont avoir des lignes de batterie assez simples mais assez linéaires, des groupes comme Can en particulier. Alors là il y a des albums assez fabuleux de Can qui existent, ou Neu. Ces gens-là, lorsqu'ils passeront à une rythmique synthétique, en parallèle, parce que c'est pas après, mais c'est au même moment, donneront par exemple Kraftwerk, qui est beaucoup plus connu, parce que là c'est de la musique techno, et c'est, j'ose pas dire les inventeurs, mais enfin en tout cas d'un certain courant, oui, qui ont eu une influence énorme. Et ils sont au courant de tout ça. Quand je dis ils sont au courant, c'est-à-dire qu'ils ont écouté, et alors il y a une influence sur des morceaux beaucoup plus lents aussi, par exemple des Doors, et on dit aux gens, oh là là, c'est formidable, vraiment, vous êtes comme les Doors. Et alors, Ian Curtis, qui chante avec une voix caverneuse, connaît les Doors. Le batteur connaît les Doors. Et puis, Peter Hook et Bernard Sumner, donc le bassiste et le guitariste. Mais c'est qui ces enfoirés de Doors ? On n'a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec les Doors ? On ne sait même pas qui c'est. Voilà. Et puis, évidemment, comment ne pas les citer, le Velvet Underground, avec des rythmiques métronymiques, des riffs parfois assez appuyés et répétitifs. Et c'est le seul groupe repris en concert par Joy Division. On a une version de Sister Ray, qui est une des chansons du Velvet. Et là, il y a une influence qui est manifeste par rapport à cela.
Effectivement, c'est vrai qu'ils inventent un son, et alors, je ne sais pas si on aura la possibilité de le faire sur l'ordinateur, mais c'est intéressant, si vous n'avez pas la possibilité, d'écouter 2 chansons avec des mixages différents. J'entends par là qu'on a un ingénieur du son, un producteur, Martin Hannett, qui est le grand gourou, effectivement, du son de Manchester de cette époque-là, et on a des productions, lorsqu'il intervient dessus, qui sont un véritable travail d'orfèvre. Alors, pour indiquer les choses, quand on entend une chanson, habituellement, on le voit en concert, en live en studio, il faudrait par exemple avoir peut-être plutôt She's Lost Control, si on arrive à le trouver. Et là, on va avoir un son qui est joué live en studio, c'est-à-dire un son et avec au passage une ligne de basse les plus célèbres de l'histoire de la New Wave. On va l'entendre maintenant, le début. Alors, pour moi, ça a été ma lecture du livre, c'est-à-dire j'avais mon téléphone avec YouTube à côté de moi, et systématiquement, j'essayais de retrouver le morceau dont Pierre-Frédéric parle, je l'écoutais en lisant le texte sur le morceau pour bien sentir toutes les parties du morceau et la construction. J'ai passé 2 semaines d'un lugubre absolu, mais c'était vraiment passionnant. Donc juste, J'en suis ravi. on a parlé un petit peu de la basse extrêmement mélodique et effectivement là de la ligne qu'il faut absolument écouter, de la batterie très linéaire, très, je sais pas trop comment. Oui, c'est ça, c'est une batterie métronomique qui, alors là, surtout sur ce morceau-là, qui vraiment donne un peu la bande-son du Manchester post-industriel. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais on est en plein dans les années de crise. C'est les années qui vont donner Thatcher un peu plus tard, voilà. Et donc, c'est la crise des bassins industriels. Et on a donc une création musicale, et on pourrait trouver ça ailleurs dans la littérature ou l'art pictural, mais qui traduit le milieu. Et donc cette chanson-là est très dans l'imitation d'un rythme de machine, la rythmique elle-même est très connue, et la ligne de basse est l'une des plus célèbres. On va écouter le morceau jusqu'au moment où Ian Curtis chante, et après on écoutera la version album, et vous allez voir le travail de production est absolument faramineux. Donc faites aussi attention, bien entendu, à la voix d'Ian Curtis et à la guitare quand même, parce que il est vrai que Bernard Sumner était considéré comme un mauvais guitariste au départ, et on sent au fur et à mesure des morceaux qu'il apprend à habiller la ligne de basse et à introduire tout à fait, à l'envelopper. Un univers très très particulier. Donc voilà, essayez de différencier un petit peu, puis ensuite on verra pour le producteur. C'est la version donc d'une Peel Session, c'est-à-dire l'émission de John Peel sur la BBC à Londres. Tous les groupes des années 60 aux années 2000 y passent, et cette émission est diffusée avec des enregistrements live en studio. Et donc on a un groupe qui joue tel que ce qu'on a entendu, avec l'amorce notamment de la guitare qui est très abrupte, très tranchante. C'est ce qu'on entend en concert. Alors le même titre est enregistré avec le producteur Martin Hannett, qui d'abord dissocie tous les instruments. Donc chacun joue à tour de rôle. Et alors c'est un véritable calvaire pour le batteur, Stephen Morris, qui a toute mon admiration, parce qu'on lui demande de dissocier toutes les pièces de sa batterie. Donc il va jouer de la pédale Charleston, il va jouer de la caisse claire, il va jouer de la grosse caisse. Il faut qu'il arrive à faire les descentes synchrones. Et c'est le calvaire sur les 2 albums. Il inflige ça. Donc le type joue de ça.
Et alors, il lui fait taper un coup de caisse claire, pas forcément sur ce morceau-là, mais sur d'autres, un coup de caisse claire de manière régulière pendant les 4, 5 ou 6 minutes que dure une chanson. Il lui donne des indications complètement incompréhensibles. Fais-la plus jaune, fais un truc un peu plus cocktail party, alors plus vite mais plus lentement. Joue-la plus vite mais plus lentement. Et alors l'autre se demande évidemment ce qu'il faut faire. Le pauvre Maurice reste dans le studio jusque vers 2h du matin alors que ses 3 collègues sont depuis longtemps partis au pub puis se coucher, quoi, en fait. Et vers 2h du matin, ça c'est plutôt sur Love It Us Apart, il dit à Annette, ça y est, je peux y aller maintenant. Donc il a été torturé pendant des heures et des heures d'affilée. Et puis Annette le réveille à 4h du matin en disant, en fait tu peux revenir au studio parce que je pense qu'on peut encore améliorer la caisse claire. Et la légende rappelle que c'est la seule fois où Stephen Morris, le batteur, qui est un type mais impassible comme pas possible, c'est la seule fois où il a pété un câble en lui disant d'aller se faire foutre parce qu'il n'en pouvait plus. Vous avez entendu un son tout à l'heure assez mat de chanson, et alors la production de Martin Annette sur le même morceau. Donc là, on s'arrête à peu près au même emplacement, au même moment de la chanson. Et là, on voit en fait le travail exceptionnel du producteur. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui est créatif, mais il y a un travail sur le son qui est l'un des plus exceptionnels de la part d'un producteur qui a produit comme ça des groupes de manière assez courante, sur des groupes qui ont eu des succès. C'est quelqu'un qui est vraiment un malade de son. Martin Annette, c'est quelqu'un qui, avec son magnétophone et avec un micro, enregistre les bruits. On le voit dans des films, même des films de fiction. Il enregistre les bruits de la nature quand il va dans la campagne. Il enregistre tous les sons qui lui passent par la tête. Sur le premier album, il enregistre des bruits de verre brisé au sol, un bruit d'ascenseur qui est au début avec un grincement sinistre au début d'une chanson, Insight, pour donner une sorte de climat d'ambiance justement assez lugubre, comme on le disait. Et c'est une ambiance, en distinguant les pistes musicales, ça permet d'avoir une profondeur de son absolument mais exceptionnelle, qui fait que ça ne s'est pas démodé. Quand on entend la production des années 70-80, la quasi-totalité aujourd'hui a quand même pris pas mal d'années dans la perception musicale. Et ces 2 albums-là sont vraiment d'une grande créativité des musiciens, mais également du producteur qui a un rôle capital là-dedans. Ils en ont essayé un autre, ça n'a pas marché. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que lorsque le groupe entend le résultat final, ils sont consternés. Donc les guitaristes écoutent le résultat en disant mais c'est pas possible, mais il nous a coupé les couilles là. Martine, remets-nous les guitares au premier plan. On veut que ça sonne rock, on veut que ça sonne comme en concert. La seule réaction du producteur consiste à dire écoutez, il s'adresse même pas à eux, mais je crois qu'il s'adresse à Wilson ou alors manager Rob Gretton et il lui dit à l'un ou à l'autre bon, virez-moi ces 2 connards ou je m'en vais. Voilà, je fais le son que j'ai envie de faire, je fais l'album tel que j'ai envie de le produire, et ils le font sur cet album-là, et ils le font encore plus. On peut peut-être montrer l'autre pochette sur le 2e album. Le 2e album, donc, qui s'appelle Closer, où là, il y a un travail de production qui est absolument inouï. Et alors, sur le premier album, à l'écoute, les 2 guitaristes sont consternés, et à l'écoute du 2e album, là, tout le groupe est consterné, en disant mais c'est quoi ce son, c'est pas possible. Et en fait l'autre n'en démord pas en disant mais c'est ça ou rien, de toute façon je changerai pas d'un iota. Et donc ils sortent Closer, mais qui sortira malheureusement après le suicide de Ian Curtis, à une époque où ce dernier est en pleine dépression.
Une petite précision sur l'image, qui est une pietà, c'est tiré d'une série de photographies de tombeaux du principal cimetière de la ville de Gênes. C'est un photographe français qui a fait une série de photos. Et en fait, les photos sont choisies bien avant le drame, c'est-à-dire avant le suicide du chanteur. Et c'est une très belle image donc néoclassique. Et le groupe la valide avant. Donc voilà, il y a le single associé Love Will Us Apart qui deviendra le grand tube, mais posthume, du groupe. Et ces visuels ont été choisis avant. La presse britannique, qui n'est jamais avare de piques, voire plus, avec les groupes qui sont des groupes de légende, il y aura toujours de bons apôtres qui iront dire « Ah, mais ils vont capitaliser sur la mort de leur chanteur, franchement, etc. C'est pas moral, etc. » Bon, le visuel a été choisi avant. Et là, il y avait toute une entreprise d'impression, de confection qui était déjà en route, qui n'a pas été inversée. Alors, on pourrait éventuellement le reprocher, mais en tout cas, il n'y a pas eu la volonté de jouer là-dessus. Mais on arrive à un groupe qui est un petit peu en surchauffe, et parce que son chanteur, que l'on a vu dans les vidéos, n'arrive pas à supporter la pression et du coup mettra fin à ses jours alors que le deuxième album n'est pas encore sorti. Plusieurs choses déjà sur le producteur Martin Hannett dont on parlait. Après la mort d'Ian Curtis, le groupe devient New Order. Enfin, les trois restants créent New Order petit à petit en réfléchissant un petit peu. Et là pareil, on sent qu'ils ont énormément appris parce que le premier album de New Order, vous en parlez, ils foutent Martin Hannett dehors. Oui, alors ils le mixent quand même, mais c'est pendant la fin des sessions qu'ils même ils ont même pas besoin de le mettre dehors parce que lui on a marre. Alors c'est quelqu'un qui est complètement addict, cocaïnomane, héroïnomane, et pendant l'enregistrement de Closer au début de 1980, il demande 1 gramme de coke avant de commencer à mixer. Alors les autres pensent que c'est une plaisanterie. Et en fait, c'est pas une plaisanterie. Les Mancuniens qui ne connaissent absolument rien de Londres parce qu'ils ont mis rarement les pieds sont obligés d'aller chercher un coin où trouver un dealer pour acheter le gramme de coke pour leur producteur. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, le chanteur est au fin fond de sa dépression et l'album sortira donc après sa disparition. On en reparlera peut-être quand on montrera la dernière vidéo. Ce qui est assez étonnant, c'est que Ian Curtis se suicide le 18 mai 1980 et les trois acolytes sont absolument effondrés parce que n'ont pas vu venir l'ampleur du mal. C'est quelqu'un qui est épileptique. On lui diagnostique cette maladie-là. Et son médecin lui dit, bah voilà, il faut que vous ayez une vie saine, ne buvez pas d'alcool, ne vous exposez pas aux lumières violentes, évitez une musique un peu trop lourde. Bref, on lui demande de ne pas être le chanteur de Joy Division. Au moment pile où le groupe est en train d'éclore et d'exploser. Mais il va exploser malheureusement dans un autre sens. Donc à la veille d'une tournée américaine, qui doit être la première tournée américaine du groupe, donc c'est la reconnaissance, les dates sont calées. On sait qu'ils vont à New York, ils vont à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc la tournée est prévue. Et à la veille, il se suicide chez lui. Et les trois autres apprennent ça, sont absolument effondrés. N'ont pas du tout écouté les textes de l'album Closer. Et les écouteront véritablement après, pour la première fois. Et le batteur Maurice dira il était vachement bien Ian Curtis parce qu'il s'inventait un double, il racontait des choses vraiment étonnantes. Et puis un petit temps d'arrêt, c'est une interview audiovisuelle, il dit mais c'était pas un double, il parlait de lui-même. Et c'est après sa mort que les trois autres acolytes qui s'intéressent à leurs instruments respectifs vont véritablement se poser la question de ce que l'autre chantait, quoi. Ils vont pour la première fois écouter. Ils entendaient vaguement quelque chose, ils vont écouter. Ils vont essayer de décrypter le sens des paroles. Et en fait, Closer est une lettre d'adieu où tous les textes sont vraiment plus sombres les uns que les autres. Vous avez une chanson qui est assez dansante, qui annonce d'ailleurs New Order, qui s'appelle Isolation, et qui est une chanson un peu entraînante. C'est la plus, j'ose à peine dire le terme, mais c'est la plus commerciale de l'album. Et elle est très entraînante. Et dessus, il chante Mère, j'ai essayé, crois-moi, j'ai essayé, mais je n'en peux plus. J'ai honte de la personne que je suis devenue. J'ai honte de ce que je suis. Et on sent quelqu'un qui est complètement à bout. Les trois survivants sont dévastés par la nouvelle. Les trois ont écrit leurs mémoires, dont les mémoires de Peter Hook, le bassiste, sont traduits en français, mais les autres existent également en anglais et sont vraiment intéressants, et racontent leur sidération, leur stupéfaction, leur deuil, et qui d'ailleurs n'est toujours pas fait, en quelque sorte. Hook dit toujours, chaque jour qui passe, j'y pense, quoi. Et ils vont à la cérémonie, au crématorium, ils vont boire un pot à la factory parce que il faut bien quand même se retrouver entre soi. Et puis il y en a un qui dit aux deux autres, on ne sait pas lequel, mais bon alors à lundi au studio.
Et puis voilà, ils se retrouvent lundi au studio, et puis dans ce week-end qu'on n'ose pas imaginer, Peter Hook a créé le premier riff du premier morceau du premier album de New Order, Dreams Never End, un riff merveilleux, et il continue. Et pendant plusieurs mois, alors il y a des images qui traînent sur Internet de la formation en trio, donc ils vont jouer en trio et ils sont un peu embarrassés parce qu'il manque quelqu'un. En accès libre sur YouTube, on voit une courte vidéo Ouraz, je ne sais pas si on peut le trouver éventuellement, et on les voit en train de jouer, en train de tirer la gueule, on les comprend entre nous, mais on les voit en train de jouer. Cette vidéo, elle est étrange parce que c'est la première de l'après, si j'arrive à vous la retrouver, elle vaut vraiment le détour. On est en septembre 1980, autrement dit, quelques mois après la mort de Ian Curtis. L'image est intéressante, hein, ils sont tous resserrés. Hein. Alors, quand on voit les scènes d'aujourd'hui, généralement ils prennent de l'espace. Là, ils jouent dans un club, mais ils sont tous resserrés. Et dans les tout premiers concerts de l'été, quand ils se remettent à jouer, donc ils sont que 3, et les commentateurs disent il manque quelqu'un, quoi. Comme s'ils laissaient la place de la personne qui devait chanter au milieu, parce que ils sont orphelins de leur chanteur. Les 3 sont très embarrassés parce qu'il faut bien que quelqu'un reprenne le chant. Le batteur s'y risque et chante abominablement faux. Donc on a des démos qui ont été enregistrées et conservées, mais c'est presque poignant tellement c'est faux. Et en même temps créer des musiques qui déjà sont celles de New Order et qui seront reprises par le groupe. Le bassiste est finalement celui qui a la meilleure voix, mais ça l'intéresse pas, ça l'ennuie. Et le guitariste qu'on n'a pas vu là à l'écran, puisqu'on voyait le bassiste et le batteur, Bernard Sumner, va reprendre le flambeau en désespoir de cause, mais il a une voix de fossé, sa voix part dans les aigus, et il faudra des années avec New Order pour que enfin il arrive à assurer sa voix, et par défaut, chanteur par défaut. Donc voilà quelqu'un qui prendra le poste, mais parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Et ces 3-là seront rejoints donc par la compagne du batteur, donc Gillian Gilbert, qui prendra les synthétiseurs, et ça deviendra donc New Order. Ça va devenir New Order, mais contrairement à ce que dit la légende et ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Hop, Joy Division est fini, ça y est, maintenant c'est New Order, mais pas du tout. Pendant 6 mois, ils essaient des choses, ils répètent à 3. Il y a même une session avec un autre chanteur, un morceau absolument incroyable, où ça marche pas du tout d'ailleurs au passage. Et on est 1 mois après le suicide, hein, on est en juin 80, le premier morceau, c'est un autre chanteur. Et finalement, ça va se remettre petit à petit. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, le premier album de New Order, là, si vous aimez effectivement Joy Division et que vous connaissez bien les 2 albums dont on vient de parler, il faut absolument écouter l'album Movement, qui est le premier album de New Order, qui est vraiment très intéressant. Il aura fallu quand même presque 40 ans pour que les membres du groupe admettent ce qui est une évidence qu'on s'intéresse un petit peu à ce groupe. Ce premier album de New Order est aussi à moitié le 3e album de Joy Division. Mais c'est évident. Et alors l'illusion est époustouflante sur la version studio du morceau qu'on vient d'écouter, Dreams Never End, parce que pendant 1 minute et 10-20 secondes, ça marche formidablement bien, avec un riff de guitare éblouissant, une mélodie imparable qui entraîne tout sur son passage, et d'un seul coup, il y a le chant. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon, mais la musique, la création, en général, se nourrit de l'imperfection. C'est un album du deuil, c'est un album qui n'est pas parfait, mais sur lequel il y a des chansons qui sont aussi bonnes que du Joy Division. C'est un album à 8 titres, et des chansons comme Dreams Never End, malgré le travail de voix qui est pas fantastique quand même, ICB et quelques autres sont des chansons mais fabuleuses. Et les musiciens du groupe d'ailleurs, et c'est pas un hasard, pendant très longtemps, ont mis cet album-là un peu à l'écart des rétrospectives. Quand vous voyez les rétrospectives de New Order, c'est à partir de Blue Monday, des boîtes à rythme agressives, des synthés envahissants, etc., des drum machines. Mais le premier album, il est à part, et ils ont fini par admettre les uns et les autres que oui, c'est l'impossible 3e album
album de Joy Division, parce qu'il y a des musiques qui sont les plus proches de ce qui aurait été le troisième album de Joy Division, mais ce premier album de New Order est entièrement façonné par le deuil de Ian Curtis. Mais on se prend à rêver de ce qu'il aurait chanté avec sa voix de basse, ce qu'il aurait chanté sur ces morceaux-là, quoi. Et ce premier album, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais j'adore Joy Division », mais est-ce que vous connaissez le premier album de New Order ? Il est vraiment très intéressant. C'est une écoute très émouvante. Ah oui. Quand on suit la progression et qu'on arrive sur Movement, c'est effectivement très émouvant parce qu'on sent le deuil et parce qu'on sent exactement ça. C'est-à-dire toute la partie musicale qui est parfaitement calée, parfaitement au point, qui ressemble tout à fait à Joy Division, avec de plus en plus de travail de production, de travail électronique, d'effets de mixage, etc., exactement. Qui vont amener effectivement vers ce que devient New Order après. Et puis il y a le chant. Voilà, il y a le chant et la voix. Ça va pas. Et en même temps, c'est chacun un peu à son tour qui chante des bouts de titres. En ayant écouté toute la progression, c'est vraiment. Oui. Et à tel point que pour le livre, maintenant, je le fais pas systématiquement, mais j'ai pris l'habitude d'écouter les 3 albums un peu à la suite. Auparavant, j'aimais bien Joy Division, j'écoutais Non Pleasures, Closer, puis voilà, je me posais pas de questions. Et maintenant, j'écoute le premier album des autres. Parce que clairement il y a une progression, et au niveau du mixage, c'est probablement peut-être sur Movement qui a des effets de mixage parmi les plus délirants, avec des échos renforcés, des phénomènes d'écho sur les tomes de Stephen Morris, où ça claque dans les oreilles, même trop, hein. C'est pas forcément super convaincant, hein, mais c'est très créatif, très original, et c'est un album imparfait, mais qu'est-ce qu'il est intéressant. Vous l'analysez d'ailleurs dans le livre comme les autres albums de Joy Division. C'est un parti pris de dire voilà, tout le monde dit que ça s'arrête le lendemain du 18 mai 1980. Non, de toute façon il y a une transition. Il y a quelque chose qui n'est pas encore New Order et qui n'est plus Joy Division. Et ça dure au minimum l'été 80. Ça c'est une rediffusion, c'est une réédition parce qu'il y a le nom du groupe dessus. Sur les premiers, évidemment, ça n'apparaissait pas. Je voudrais que, du coup, on en profite pour montrer le seul et unique clip du groupe. C'est une vidéo promotionnelle, à l'origine destinée au marché australien, de ce qui va être leur plus grand succès, Love Will Tear Us Apart. C'est une vidéo promotionnelle qui doit accompagner Closer, et les singles du groupe ne sont pas sur l'album. C'est pour ça que, au passage, il y a une différence. Love Will Tear Us Apart est beaucoup plus commercial que Closer. Il faut savoir que ça a été tourné à la fin du mois d'avril 1980. Ian Curtis est en pleine dépression, avec des concerts durant lesquels il fait des crises d'épilepsie, des malaises. On est obligé même parfois, ça a été montré dans Control, le film biographique, de le remplacer. C'est le cas d'un concert, on est obligé de le remplacer par un autre chanteur. Le concert vire à l'émeute. Curtis, qui est présent, n'est pas en état et se sent encore plongé un peu plus dans la dépression. Il dit à des proches « Je sens que les choses vont se continuer sans moi ». Aucun des proches n'arrive à décrypter les messages. On est moins de 3 semaines avant son suicide, et vous allez voir, c'est pas du tout le même, et pourtant il est déjà inquiétant sur Transmission quand on le voyait tout à l'heure, mais là il est au fin fond du trou, et le groupe visiblement par ailleurs répugne à cet exercice de style. Donc on voit les autres qui sont tous en train de se concentrer sur l'instrument, le seul qui a l'air à peu près normal c'est le batteur. Where routine lights follow, and
Quelques mots sur la chanson. Love Will Tear Us Apart, l'amour nous déchirera, qui est une allusion à sa situation sentimentale complexe, puisqu'il est alors marié et père d'un jeune enfant, et a une relation sentimentale avec une jeune Belge, Annick Honoré, et donc la situation avec sa femme Déborah complique les choses, et les paroles de ce qui va devenir le tube de Joy Division, les paroles sont extrêmement sombres. C'est le récit d'une crise conjugale. Cette crise conjugale va, je me souviens plus le chiffre, mais va être numéro 5 aux ventes dans les charts, parce que avec à la fois le suicide du chanteur et la qualité de la chanson, le morceau a un succès phénoménal. Il a été depuis repris par je ne sais combien d'artistes, de groupes, etc. C'est une des références aujourd'hui majeures, quoi. C'est vraiment le morceau qui permet d'identifier le groupe. Et un dernier détail par rapport à cela, on voit que la facture du clip est assez grossière, parce que le groupe ne prisait pas tellement l'exercice. Et vous avez peut-être vu que les instruments sont désynchronisés par rapport entre le son et l'image. On sent qu'ils ont torché ça assez rapidement, mais que du coup, c'est quelque chose qui ensuite a été le témoignage d'un groupe, parce qu'il n'y avait pas d'autre en l'occurrence. Et en particulier l'endroit où ils répétaient, c'est-à-dire leur studio de répétition habituel. Beaucoup de photos de Joy Division a été pris à cet endroit-là, où il y a effectivement donc des photos en noir et blanc bien connues, des musiciens en train de répéter. Et on voit, vous voyez, c'est un ancien loft industriel. Voilà, c'est la fin d'une époque, et cette vidéo est poignante parce que finalement elle a eu un succès énorme, la chanson et la vidéo par la même occasion. Et quelques petites précisions techniques concernant la chanson en question. Voilà la chanson sur laquelle le batteur a été supplicié par le producteur. C'est sur ce morceau-là que l'autre le réveille à 4h du matin en disant « Est-ce que tu peux éventuellement revenir parce que on peut encore améliorer les choses, quoi ». Et Stephen Morris dit qu'aujourd'hui il déteste la chanson parce qu'il a tellement bavé sur sa confection qu'il peut plus l'entendre, quoi. Comme c'est quelqu'un d'assez réservé, il dit qu'en gros ça lui fait quelque chose de l'entendre aujourd'hui, mais pas que agréable. Par ailleurs, Ian Curtis, on l'entend faire des syllabes assez traînantes. Love, hein, il insiste là-dessus. Et en fait, Tony Wilson, patron de Factory, et leur manager Rob Gratton, lui avaient incidemment mis entre les pattes un disque du best-of de Frank Sinatra, en disant écoute ça et vois si tu pourrais éventuellement faire un truc un peu Et donc on a le même Ian Curtis qui 4 ans plus tôt mais bugle comme le vrai punk pur et dur, et croyez-moi sur parole, hein, c'est pas de la poésie particulière, hein. Enfin c'est de la poésie punk entre nous, hein. 4 ans plus tard chante comme un crooner, et en particulier il y a eu 2 versions différentes de Love Will Tear Us Apart, en particulier sur celle-là qui est la deuxième. Il insiste sur les syllabes traînantes, fait durer la voix avec une voix de basse assez chaleureuse, enveloppante, et qui à la surprise générale s'inspire de Frank Sinatra. Juste la précision sur l'enregistrement du batteur, il explique que donc il enregistrait partie de sa batterie par partie de sa batterie, et qu'il était obligé de jouer sur sa cuisse de l'autre côté les autres parties de sa batterie pour pouvoir essayer de garder le rythme. Et du coup il avait des bleus absolument énormes, vu le nombre de fois où l'autre lui demandait de rejouer sa partie. Là en revanche il y a une scène dans un film de fiction, je crois que c'est 24 Hours Party People sur Manchester, la scène mancunienne, etc., où il y a une partie sur Joy Division, où on le voit jouer de la batterie sur le toit du studio en plein air, puisque le producteur le lui aurait demandé. Ça apparemment c'est plutôt un mythe, il confirme pas, il semble pas que ce soit produit. À un moment j'ai quand même pensé à un autre groupe qui a eu un peu la même configuration, un groupe culte qui dure 1 an, 2 ans, et ensuite le reste des musiciens qui y restent et qui ont une carrière très longue, c'est les Sex Pistols. Ah oui, c'est en termes de durabilité, enfin de durée même simplement. Moi c'est le référentiel que j'ai. Alors les Sex Pistols se forment quand même en 75, hein, donc 75 début 78, mais c'est très comparable. C'est très comparable en durée parce que ils éclatent printemps-été 76 et ils se séparent après le fameux dernier concert à San Francisco, là au tout début de la tournée américaine, enfin la fin de la tournée américaine, mais au tout début de l'année 78. Et oui, c'est un groupe à la carrière météorique, mais avec une influence énorme qui est celle de l'album Nevermind the Bollocks. Là, on a un exemple, et en termes d'influence musicale, elle est encore plus forte chez les Sex Pistols, qui lancent un courant, et alors que beaucoup d'autres, après le punk, passent à autre chose, avec différentes manières. Donc finalement, Joy Division est dans un mouvement, mais ils ne fondent pas autant une école que les Sex Pistols. Tous les gens qui vont voir les Sex Pistols se disent « Ah bon sang, je vais fonder un groupe ». Les gens qui vont voir Joy Division, ils sont sidérés. Ils se disent rien, et ils ont envie de revenir.
Mais c'était même dans le sens de la continuité, c'est-à-dire qu'il y a Joy Division puis New Order, Oui, bien il y a sûr. eu les Sex Pistols puis Peel, Et Public Image Limited, hein, et qui est un des grands groupes de New Wave. Alors là, dont on connaît finalement assez peu l'œuvre en France, et pourtant ils ont été très présents en France. Le premier album, moi personnellement, m'a toujours un peu ennuyé, mais le Metal Box, qui était un double album absolument exceptionnel, qui a plus de déchets que ce qu'on entend chez Joy Division, mais qui a des réalisations sublimes. La production étant beaucoup plus brute, parce que c'est le parti pris du groupe d'ailleurs au passage. Metal Box, là, est vraiment un album remarquable avec la reprise du Lac des Cygnes dans Death Disco, qui est un morceau alors absolument remarquable à tout point de vue. Oui, il y a des comparaisons très, très évidentes entre les deux groupes, hein, avec l'idée d'un groupe qui est capable ensuite d'évoluer sur quelque chose d'extrêmement important, d'influent, etc. Et l'exemple Sex Pistols Public Image Limited est très très juste, oui, en effet. Oui. j'ai aussi pensé au Velvet Underground, mais en me disant que finalement, que ce soit Lou Reed ou Nico, on continuait dans une veine assez semblable, alors que New Order, quand même, 2 ans après ça, ils font des albums, ils font Blue Monday. Alors, ils sont tellement consternés par ce qui leur est arrivé qu'ils décident de se changer les idées. Alors, ils honorent quand même la tournée américaine. Lorsqu'ils jouent au Horace là, de New York, c'est le club qui était celui des 2 premières dates de Joy Division au mois de mai. Et en fait, ils sont tellement déprimés qu'ils écoutent autre chose. Ils ont envie de se changer les idées, quoi. Et ils écoutent donc du disco italien. Donc Giorgio Moroder, parce que ça marche à l'époque sur les radios, et ils trouvent ça pas mal. Et ils sont très enthousiastes, alors un petit peu plus tard, hein, parce que le premier album en 80, il était véritablement un album de deuil, donc c'est un peu le même genre de musique, mais ils sont très enthousiastes aussi par le morceau de Clash, Rock the Casbah. Ils n'ont pas beaucoup de sympathie, Clash et New Order, ils s'aiment pas trop, hein, c'est Londres et Manchester, il y a des anecdotes assez piquantes entre les deux groupes, mais ils reconnaissent quand même qu'ils ont fait un truc vachement bien. Et à la fin des sessions de Movement, qui est avec des structures assez classiques, mais avec des synthétiseurs en plus, un peu pesants, ils commencent déjà à expérimenter des boîtes à rythme. Et là, on sent que ça évolue vers une autre musique, la dance music des années 80. Et puis en 82, puisque c'est avant que ça sorte, ça sortira en 83, Gillian Gilbert, donc la jeune femme qui a rejoint le groupe, l'amie du batteur, met en marche un séquenceur, se plante dans la vitesse, et elle invente la rythmique de Blue Monday. Et là, on peut écouter comme les premières mesures parce que c'est le maxi 45 tours le plus vendu de l'histoire. Hein. Ouais. Alors là, évidemment, on change d'époque, hein, mais c'est les héritiers, quoi. Et en fait, elle se plante en lançant la mélodie, et le décalage donne l'identité du titre. Et ça devient du funk. Après. Et ce sont les mêmes. Voilà. 2 ans plus tard. 3 ans plus tard. 2-3 ans plus tard. On va juste attendre un tout petit peu parce qu'il y a le lancement de la basse. Et on va reconnaître la basse différente, mais la basse de Peter Hook. La planète entière danse là-dessus en 83, en 84, en 85. Voilà, la fameuse ligne de basse toujours. Interrompt la chanson, mais c'est juste pour montrer que oui, à partir d'un moment, Bernard Summer a réussi à chanter correctement.
Et encore, pas sur l'album correspondant qui s'appelle Power, Lies and Corruption, qui est un album extraordinaire, et dont Blue Monday est le single détaché, parce qu'ils ont un principe à l'époque qui est de détacher le single, qui n'est donc pas sur l'album, mais l'album est absolument merveilleux et souvent considéré comme le premier véritable album de New Order, et c'est la raison pour laquelle cet album ni ce single ne sont présents dans l'ouvrage. Juste pour terminer sur une note évoquant toujours cette forme d'esthétique du désastre qu'on aime bien dans le rock. Ce 45 tours, même le maxi 45 tours, est le plus vendu de l'histoire du rock. Et comme la Factory a envisagé un projet créatif, artistique, ils ont fait un design. Il est tellement coûteux qu'à chaque fois qu'ils vendent un exemplaire de leur single, ils perdent de l'argent. Donc voilà. Donc ils le vendent le plus, genre je ne sais combien de centaines de milliers d'exemplaires, à chaque fois ils perdent de l'argent dessus. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite ils sont invités à la grande émission qui s'appelle Top of the Pops. C'est l'équivalent de Drucker, mais d'un Drucker, si j'ose dire, rock, où tout le monde vient chanter en playback. Et alors, eux, indépendants, jusqu'au cœur, jusqu'à la moelle, disant non, surtout pas, on veut bien, parce que c'est devenu un tube monstrueux qui explose les charts, on veut bien venir chanter, mais on veut chanter en live. Et donc, ils font une prestation ni faite ni à faire, avec un petit peu de guitare basse sur des pistes enregistrées, de rythmique, etc. On la trouve en ligne, c'est absolument consternant. Et du jour au lendemain, ils perdent 20 places, quoi, donc dans les classements. Voilà, mais j'adore ça, j'adore ce genre d'histoire-là. C'est loser magnifique, en fait. Voilà ce qui me fait m'intéresser à ces artistes. Joy Division, c'est la division de la joie. Et en fait, c'est le nom du quartier, c'est lu dans un ouvrage d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une forme de fascination par rapport au nazisme, une fascination qu'ont les punks à la même époque. Vous avez par exemple des gens de Sid Vicious et Sex Pistols qui a le drapeau à croix gammée en guise de t-shirt. Siouxsie and the Banshees, Siouxsie, elle a le brassard nazi. Ils n'ont pas la même histoire que nous sur le continent, il n'y a pas eu l'occupation. Donc pour eux, il y a la provoque, etc. Et ils décident de trouver un nom parce qu'il s'appelait auparavant Warsaw, mais il y a un groupe de Londres qui leur cherche des poux dans la tête, qui s'appelle Warsaw Pact. Il y a une concurrence, il risque d'y avoir un procès. Ils doivent changer de nom. Le nom de Warsaw, au passage, c'était une influence de Bowie, puisque c'était Warszawa, sur un des albums, évidemment, je crois que c'est sur Station to Station, très belle instrumentale, et donc il s'était appelé Warsaw. Ils doivent changer de nom, et Ian Curtis lit un bouquin, ça parle des camps de la mort, donc c'est pas très gai, et il y a la division de la joie. La division de la joie, figurez-vous, c'est le quartier des prostituées juives dans les camps de la mort, qui doivent satisfaire les appétits des SS. Donc le truc vraiment, mais glauquissime, lugubre, sauf que ça sonne bien, et ils vont le prendre, et si bien que les gens vont s'intéresser un petit peu à l'origine du nom et vont les traiter de nazis. D'autant plus qu'ils ont le très bon goût de sortir un premier 45 tours, maxi 45 tours, où en couverture vous avez le jeunesse hitlérienne en train de battre du tambour en uniforme d'époque, et derrière vous avez la photo célèbre du jeune juif qui lève la main, le jeune juif à casquette du ghetto de Varsovie 1943. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est nostalgique d'Hitler. Et en fait, le batteur, le bassiste s'en foutent complètement. Ian Curtis est intéressé à la période et le guitariste aussi, Sumner, lui aussi, mais plus sur le côté esthétique, sur ce qui s'est passé, les grandes messes, le côté impressionnant de l'époque, mais ne partagent pas l'idéologie, et d'autant moins qu'ils joueront dans un festival auquel les Clash avaient participé aussi, Rock Against Racism. Donc bon, voilà. Et Joy Division se termine, et il doit choisir un nouveau nom. Et comme le dit Peter Hook dans ses mémoires, cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir à nouveau. Et ils choisissent New Order. Or, l'ordre nouveau, c'est évidemment ce qui était le programme des nazis après la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et alors, la toute fin du premier volume des mémoires de Peter Hook est à pleurer de rire, où Hook dit cette fois-ci, on ne se ferait pas avoir comme la première fois. Voilà. Mais non, du tout.
Donc New Order, mais c'est des prolétaires de Manchester. Donc l'ordre nouveau, pour eux, c'est leur vie, l'ordre nouveau. Parce qu'il faut passer à autre chose. Et les sources concordent, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les mémoires des musiciens et des interviews. Les sources concordent. J'ai pas retrouvé la source précise, parce qu'on a beau être historien, parfois on finit par caler un peu. Mais c'est tiré en 1980 d'un article du Guardian qui parle du génocide Khmer Rouge. Et c'est The New Order in Kampuchea, donc l'ordre nouveau règne au Cambodge. Et en fait, c'est le manager, Rob Gretton, qui dit, bah tiens, et alors j'ai fait la liste des propositions de noms de groupes nouveaux, et alors c'est hallucinant, il y en a une quarantaine, certaines tout à fait loufoques et fantaisistes, d'autres plus sérieuses. Ils ont failli s'appeler Man Ray, par exemple, en hommage au photographe. Et en fait, New Order, ça leur plaît bien, parce que l'idée d'un nouveau départ, ça colle bien. Et là, rebelote, la presse musicale leur tombe dessus en disant, mais vous êtes décidément des nazis, quoi. Et en plus, on les voit dans les vidéos que vous avez vues, c'est-à-dire qu'on les voit, ils sont habillés en chemise, petite cravate, le côté un peu, ça fait penser un peu aux jeunesses hitlériennes, le côté un peu uniforme. Ils ont ce côté uniforme, mais pour eux, c'est une histoire de sobriété. Donc la presse leur dit, mais décidément, vous êtes vraiment nazis, en fait. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Joy Division, puis New Order, pendant longtemps, ils décident de ne pas accorder d'interview. La première interview de New Order, ça, j'en parle pas dans le bouquin, est volée parce que des gens s'approchent d'eux. Tout le monde sait évidemment qu'il y a eu la tragédie Ian Curtis. Un type assez jeune se fait passer pour quelqu'un qui fait un fanzine, donc un journal auto-confectionné dans telle ou telle ville par rapport à tel ou tel groupe, l'actualité musicale, etc. Et ils acceptent de répondre à quelques questions et la semaine plus tard, c'est à la une du New Musical Express parce qu'en réalité c'était une interview déguisée, mais ils en donnent pas parce qu'à chaque fois on leur dit, alors là c'est plus le nazisme, mais on leur dit, mais alors Ian Curtis, comment ça s'est passé, comment vous avez fait pour surmonter? Et ils en peuvent plus, quoi. Ils en peuvent plus. Et il faudra attendre des années pour qu'ils en parlent. Ces dernières années, ils ont publié leurs mémoires. C'est des productions très intéressantes. Peter Hook a beaucoup d'humour. C'est assez étonnant parce que c'est un type qui est assez rude. Il est passé en concert il y a 1 an à Toulouse au Bikini. Notre ami Barbu, là. Il y a eu un incident mémorable pendant le concert. Il est pas commode. J'ai failli dire c'est un sale con, mais je l'adore par ailleurs. Mais il n'est pas commode, il n'est pas commode du tout. Il peut être vraiment extrêmement injuste, ordurier, mais on voit la légende sur scène devant nous. Et il repasse, je crois, en septembre prochain, toujours au Bikini. Donc voilà, si vous voulez vous confronter au mythe, parce que c'est un musicien mythique de la musique rock. Il y en a beaucoup d'autres, c'est pas bien sûr. Je suis désolé, on doit s'arrêter là. Par contre, oui. Après, il y a toujours la possibilité de discuter un peu, de faire dédicacer le livre si Pierre-Frédéric l'accepte. Bien sûr. Et les Happy Few qui sont ici lors de votre prochain passage pour un livre d'histoire intellectuelle et politique, vous aurez le droit de poser des questions sur Joy Division aussi. On le saura, ce sera un petit code entre nous. Et puis il faut vous laisser parce que maintenant vous avez 500 pages à lire. Avec de la musique pour des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et surtout de la musique à écouter. Et en attendant, je vous remercie beaucoup d'être venu et merci encore aussi pour votre écoute. Merci à vous. Merci Pierre-Frédéric. Merci. Le livre de Pierre-Frédéric Charpentier, Joy Division, session 1977-1981, est publié aux éditions Le Mot et le Reste. En 2015, était paru chez ce même éditeur et du même auteur l'ouvrage Rock de Casbah, le son de The Clash. Hormis son œuvre sur le rock, Pierre-Frédéric Charpentier a fait paraître récemment Le Troisième Homme, histoire des grands perdants de l'élection présidentielle, et Une guerre civile par procuration, les intellectuels français et la guerre d'Espagne, 1936-1939, aux éditions Félin. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée samedi 7 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse.